Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une installation solaire photovoltaïque. Alors cette vidéo est un résumé pour en comprendre un maximum, mais pour choisir précisément les panneaux ou les batteries ou dimensionner son installation ainsi que les protections, je vous conseille de regarder aussi mes autres vidéos sur ce sujet. En toute première partie, les panneaux solaires photovoltaïques, ceux qui permettent de produire de l'électricité. Voici les deux types de panneaux photovoltaïques les plus vendus sur le marché. Il s'agit de la technologie silicium polycristallin et silicium monocristallin. Je vous ai réalisé une moyenne des prix en prenant les panneaux photovoltaïques de bonne qualité et les moins chers que j'ai pu trouver sur le marché au moment de la réalisation de la vidéo. Les panneaux silicium polycristallin coûtent moins cher pour une puissance équivalente que les panneaux silicium monocristallin. Toutefois, ils possèdent un rendement moins bon. Dans le cas où vous êtes limité en place, par exemple sur un véhicule aménagé ou sur une petite surface de toit, il sera plus judicieux d'opter pour les panneaux silicium monocristallin pour convertir un maximum d'énergie lumineuse en énergie électrique. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de rendement, le rendement d'un panneau solaire est obtenu en comparant la puissance de l'énergie lumineuse reçue par le panneau avec la puissance d'énergie électrique produite par le panneau. Vous parviendrez donc sur une même surface à produire plus d'électricité avec un panneau monocristallin qu'avec un panneau polycristallin. Enfin, ces deux technologies de panneaux photovoltaïques ont toutes les deux des durées de vie assez conséquentes. Après 25 ans, la plupart des fabricants garantissent une puissance des panneaux de 80%. Alors, c'est-à-dire que si votre panneau avait une puissance de 100 watts à l'achat, sa puissance après 25 ans sera de 80 watts. Donc, votre panneau n'est pas fichu. Il peut toujours être utilisé. Et si vous désirez en savoir plus sur les panneaux solaires en général, vous pouvez visionner la vidéo qui leur est dédiée. Je vous la mets dans la description. Désormais, avant de continuer, petit rappel sur les branchements en série et en parallèle pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont oublié. Lorsque l'on branche des batteries en parallèle, cela additionne les courants qu'elles sont capables de fournir, mais pas la tension. Et pour le branchement en série, c'est l'inverse. Les tensions s'additionnent, mais pas le courant. Donc, pour 4 batteries de 12 volts branchées en parallèle, vous avez toujours une tension de 12 volts, mais un courant plus élevé. Et pour 4 batteries de 12 volts en série, vous obtenez une tension de 48 volts. Mais cette fois, la capacité en ampères-heure ou le courant nominal des batteries restent les mêmes. On précise que le montage soit en parallèle ou en série, cela ne change pas la capacité de stockage énergétique des batteries. Ici, on vient plus chercher à jouer sur le courant qu'elles peuvent délivrer ou sur la tension. En multipliant la tension par la capacité en ampères-heure, vous obtenez dans les deux cas la même capacité de stockage énergétique. Jouer sur la tension sera intéressante si vous optez pour une grosse installation photovoltaïque. En effet, plus la tension est élevée, plus les pertes dues à la résistance des fils sont faibles. Voyons maintenant les autres principaux éléments dans le cas d'une installation photovoltaïque avec batterie. L'onduleur. Pour utiliser le courant continu produit par les panneaux ou l'électricité stockée dans les batteries, il faut, si vous souhaitez brancher des appareils fonctionnant sur du 230 volts alternatif, utiliser un onduleur qui va, comme son nom l'indique, onduler le courant et le convertir en le passant du 12, 24, 48 volts au 230 volts. Ensuite, si vous mettez des batteries, il faut un régulateur de charge. Alors cette pièce est utilisée pour réguler la charge d'une batterie avec l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Alors oui, il est extrêmement déconseillé de brancher un panneau solaire directement sur une batterie sans passer par un régulateur de charge. Ces deux pièces peuvent être remplacées par un composant hybride qui intègre et l'onduleur et le régulateur de charge. Alors attention, il y a beaucoup d'arnaques et de contrefaçons sur ces pièces, notamment sur les sites chinois. Méfiez-vous des prix trop alléchants. D'ailleurs, je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo d'une grosse mésaventure qui m'est arrivée. Quel choix effectuer? Alors, acheter un onduleur et un régulateur de charge permet d'avoir deux pièces séparées. Si une des deux venait à tomber en panne, vous pouvez alors la remplacer. Vous remplacez seulement la pièce défaillante et vous n'avez pas besoin de remplacer les deux pièces. Je vous conseille tout de même de la réparer si vous avez les connaissances adéquates. Alors par contre, ce système possède des inconvénients tels que le prix. Oui, pour des pièces de bonne qualité à puissance égale, l'installation où vous achetez un onduleur
et un régulateur de charge vous coûtera plus cher qu'un composant hybride. Il y a aussi le paramétrage. Dans certains cas, il est moins diversifié que pour un composant hybride. En effet, les paramètres de certains régulateurs de charge ou d'onduleurs ne pourront pas être modifiés du tout. Si les paramètres sont en inadéquation avec les caractéristiques de la batterie, cela pourrait l'endommager. Enfin, il y a aussi les fonctionnalités qui sont beaucoup plus limitées dans le cas où vous optez pour un onduleur et un régulateur de charge que dans le cas où vous optez pour un composant hybride. Et vous avez souvent l'impossibilité, dans la première solution, d'utiliser des charges alternatives comme l'électricité du réseau ou d'un groupe électrogène pour recharger les batteries, ce qui est bien pratique. Ensuite, dans le cas d'un composant hybride, d'après les prix que j'ai pu constater pour des pièces de qualité, on obtient souvent un coût inférieur pour un composant hybride par rapport à un onduleur et un régulateur de charge séparés. Alors cela est dû en partie au fait qu'il n'y ait qu'un seul fabricant qui prend des marges sur le produit, que les pièces sont groupées et que la fabrication peut coûter moins cher, et vous avez aussi les frais de livraison qui sont plus faibles. Mais sans parler plus amplement du prix, il y a aussi le paramétrage et les fonctionnalités qui sont excellentes sur un composant hybride. Il est possible par exemple de définir quelle est la source d'énergie prioritaire à utiliser pour l'onduleur, donc de choisir si l'onduleur doit utiliser en priorité l'énergie des panneaux ou l'énergie du réseau ou d'un groupe électrogène ou celle des batteries. Il est possible aussi de définir quelle est la source d'énergie prioritaire pour les régulateurs de charge, donc de choisir si le régulateur de charge doit utiliser en priorité l'énergie des panneaux, l'énergie du réseau ou du groupe électrogène pour recharger les batteries. Alors ce composant est capable d'utiliser l'électricité du réseau ou d'un groupe électrogène. Ça s'avère être top quand vous n'avez pas produit assez d'électricité sur une journée, par exemple en cas de besoin accru en électricité dans un camion ou dans un bus aménagé, vous pouvez, si vous avez besoin de recharger vos batteries, utiliser alors le groupe électrogène. Après, il y a de nombreuses autres fonctionnalités, notamment pour adapter le composant hybride à vos batteries, et donc augmenter considérablement la durée de vie de vos batteries. Ou encore, vous pouvez aussi activer une alarme en cas de problème, ou le réenclenchement automatique après une surcharge, et même un mode économie d'énergie. Par contre, attention au choix de vos composants. Pour vous parler de mon expérience, j'ai acheté mon premier composant sur un site chinois à très bas prix, il était aux alentours de 400 € pour quelque chose d'une puissance de 5 kVA. Celui-ci a commencé à avoir quelques petits bugs après aux alentours de 3-4 semaines de fonctionnement et il m'a lâché après 2 mois. Donc en vue des bugs qu'il a présentés, j'ai pas essayé de le réparer. Donc j'ai perdu 400 € en essayant d'en économiser quelques centaines. Ensuite, j'ai voulu acheter un bon composant hybride, c'est-à-dire un MPPT, qui lui va avoir un excellent rendement de production photovoltaïque. Je l'ai acheté 800 € sur un site majoritairement Orange pour ne pas citer son nom. Celui-ci a très bien fonctionné pendant 4 mois et m'a lâché sur une journée où j'étais au travail. Et quand je suis rentré, il n'y avait plus d'électricité. Et en voyant que mon composant hybride ne s'allumait plus, j'ai tout de suite pensé qu'il était défaillant. Donc j'ai contacté immédiatement le vendeur, mais c'est que plus tard que j'ai compris, en prenant des mesures sur mon installation, en prenant des mesures de tension, que le composant avait lâché dans la journée et avait vidé complètement l'énergie de mes batteries. Et le problème, c'est que mes batteries étaient par la suite complètement fichues, elles étaient descendues en dessous d'une certaine tension. Alors après avoir longuement échangé avec le vendeur, il a accepté de me rembourser mon composant hybride, mais a refusé de me rembourser le reste de l'installation photovoltaïque qui avait été endommagée. Ici, pour essayer d'avoir une très bonne pièce de composant hybride, pas cher, j'ai perdu 4000 € sur mon installation photovoltaïque. Depuis, j'ai trouvé un composant hybride qui m'a été conseillé. Alors, il fonctionne très bien sur mon installation et cela depuis maintenant 3 ans. Je n'ai jamais eu un seul problème. Et j'ai eu l'occasion d'en installer en tout 5. Donc 3 des amis et un à la famille. Ils fonctionnent tous et je n'ai jamais eu un seul problème avec cela non plus. Donc, je vous mettrai, si vous le désirez, un lien dans la description que j'actualiserai pour vous retrouver exactement ce composant hybride. Alors, je vous le conseille vivement pour éviter les problèmes comme j'ai pu en rencontrer dans le passé. Et attention, quand vous choisissez un composant, faites attention de ne pas tomber sur des contrefaçons. En effet, il y a beaucoup de contrefaçons qui utilisent exactement la même carcasse de composants que d'autres vendeurs officiels. Alors maintenant, dans le cas d'une installation en 48 volts, une installation où vous devez mettre 4 batteries de 12 volts en série,
D'ailleurs, pour une installation en vue de devenir autonome en électricité, c'est celle que je vous conseille pour avoir le moins de pertes possible. Au niveau des branchements des batteries et des panneaux solaires, ils sont assez simples sur un composant hybride. Je vous conseille d'ajouter des protections sur les parties continues. Alors pour cela, vous pouvez voir ma vidéo sur les protections électriques pour les installations photovoltaïques. Vous devez simplement relier vos batteries dans l'entrée des batteries sur le composant hybride. Je vous montre après l'emplacement exact. Ensuite, pour les panneaux, il suffit de les relier entre eux et de les relier par la suite à l'entrée du composant hybride. Alors dans l'exemple ici, je prends un composant qui est en entrée, qui possède en entrée photovoltaïque un maximum de 90 volts et de 50 ampères. Donc là, je mets en série deux panneaux de 30 volts, donc j'obtiens du 60 volts, donc bien inférieur à 90 volts, ça convient tout à fait. Et ces deux panneaux sont capables de fournir au maximum un courant de 10 ampères, donc très inférieur aux 50 ampères. Et le composant en question possède une puissance bien supérieure à celle de mes deux panneaux ensemble. Alors ensuite, on peut brancher en sortie alternative notre installation électrique de 130 volts. N'oubliez pas le disjoncteur différentiel pour vous protéger de l'électrocution. Un disjoncteur classique protège l'installation et un disjoncteur différentiel va comparer le courant entrant et le courant sortant pour détecter une fuite supérieure à 30 mA et couper le courant pour vous sauver la vie. Au niveau désormais des branchements partie courant continu. Voici les branchements à effectuer pour les batteries et les panneaux solaires sur le composant hybride. Donc les raccords sont des raccords classiques où il vous suffit d'insérer votre câble et de visser correctement en fonction de la préconisation du constructeur pour le couple. Visser correctement, alors ça c'est important, si vous prévoyez notamment de réaliser une installation dans un véhicule qui est sujet à des vibrations. Alors, cette fois-ci, les branchements au niveau de la partie alternative. Dans le cas de ce composant hybride, vous pouvez le relier au réseau. Donc ici, on peut imaginer une installation sans batterie où vous utilisez directement l'électricité des panneaux solaires et quand la production n'est pas suffisante, vous repassez sur l'électricité du réseau. Alors, ça permet de réduire votre consommation d'électricité sur le réseau du fournisseur, et c'est intéressant aussi pour des raisons écologiques et même financières si vous parvenez à réaliser votre installation à un prix modéré. Vous voyez sur l'illustration que je vous ai réalisée, l'endroit où relier l'entrée alternative est juste en dessous la sortie alternative que vous reliez à votre installation électrique. Vous pouvez, si vous êtes isolé du réseau, utiliser un générateur mobile tel qu'un groupe électrogène. Attention, là on est sur quelque chose de plus polluant. Maintenant, on va voir le cas de notre installation. Alors, le composant que je vous ai mis dans la description intègre une protection dimensionnée à la hauteur de sa propre puissance. Donc, pour protéger l'installation, je vous recommande de mettre un disjoncteur qui sera utilisé pour couper l'installation si le courant est dépassé. Dans le cas d'un disjoncteur de 2 ampères, vous disposez d'une puissance de 460 watts sur un réseau de 230 volts, de 2300 watts pour un disjoncteur de 10 ampères et de 3680 watts pour un disjoncteur de 16 ampères. Le courant maximum que peut fournir l'onduleur du composant étant de 17 ampères, vous ne pouvez pas mettre de disjoncteur de 20 ou de 32 ampères. Il serait inutile étant donné que le composant se déclencherait à 17 ampères. Si vous désirez avoir plus de puissance, vous pouvez utiliser par exemple un plus gros composant, mais cette solution devient très onéreuse, ou alors vous pouvez mettre deux composants hybrides sur l'installation. C'est tout à fait possible, il faut juste s'assurer que les panneaux et les batteries soient correctement dimensionnés. Étudions cette fois le dimensionnement de l'installation. Voici la puissance de quelques appareils électriques, une ampoule de 10 watts, un chargeur de téléphone approximativement 20 watts, un chargeur d'ordinateur aux alentours de 100 watts, un téléviseur pour une technologie LCD approximativement 150 watts, un réfrigérateur ça tourne aux alentours de 300 watts, une plaque de cuisson, ma plaque de cuisson toute seule nécessite 1500 watts, c'est une plaque induction, et un four électrique aux alentours de 2000 watts. Un lave-linge de 1000 watts, mais attention, ce sont des valeurs approximatives, lisez bien la puissance de vos appareils pour dimensionner correctement vos besoins. Alors, avec un courant de 2 ampères et donc un disjoncteur de 2 ampères pour protéger l'installation, vous pouvez théoriquement alimenter tous ces appareils. Et avec un disjoncteur de 10 ampères, cette fois-ci, vous pouvez alimenter tous ces appareils. Par contre, grosse précision,
La norme en vigueur en France au moment de la réalisation de la vidéo impose d'utiliser des disjoncteurs et des circuits adaptés aux appareils, notamment aux appareils de cuisson. Alors, vous êtes, par exemple, sur l'appareil de cuisson, obligé d'utiliser un circuit de 32 ampères, avec un disjoncteur de 32 ampères et des câbles dimensionnés pour 32 ampères. Pour ma part, mon installation étant complètement isolée du réseau, j'ai choisi de ne pas respecter la norme NFC 1500, étant donné que mon appareil de cuisson, soit deux plaques de 1500 watts, sont branchées sur un disjoncteur de 16 ampères avec une section de câble de 2,5 mm, et que mon onduleur ne peut pas non plus fournir la puissance nécessaire pour alimenter 32 ampères. Donc, j'ai donc un courant cette fois-ci disponible qui est supérieur à mes besoins et à mes fils en cuivre, donc je possède une section suffisante pour éviter toute surchauffe au niveau des câbles, donc je ne rencontre aucun problème avec mon installation. Toutefois, en cas d'incendie d'origine électrique, je ne bénéficierai pas d'un dédommagement de la part de l'assurance. Alors maintenant, voyons les besoins sur une journée pour l'utilisation de 5 ampoules LED pendant 2 heures, soit un besoin de 100 Wh. Donc 5 ampoules de 10 watts, ça nous fait 50 watts. Utilisées pendant 2 heures, ça nous donne cette fois-ci 100 Wh. Alors on ajoute à ça deux chargeurs de smartphone utilisés pendant 1 heure pour recharger les téléphones, un chargeur d'ordinateur utilisé pendant 2 heures, un téléviseur LCD utilisé pendant 2 heures, un réfrigérateur utilisé pendant 24 heures qui tourne en réalité seulement 2 heures dans la journée pour maintenir à la bonne température les aliments. Alors cette valeur provient directement de mon propre réfrigérateur. Et on ajoute à cela deux plaques de cuisson de 1500 watts qu'on aurait utilisées pour 2 repas dans la journée, donc 2 repas rapides. Pour ma part, j'ai réalisé cette fois-ci les mesures de consommation pour des repas composés de féculents et de légumineuses. Donc ma plaque induction va fonctionner à pleine puissance pour chauffer l'eau, mais une fois que celle-ci est à 100 degrés, la puissance qu'elle consommera chutera. Donc l'énergie totale consommée sur la journée, avec tous ses besoins, tourne aux alentours de 1500 Wh, soit 1,5 kWh. Donc on divise par 1000 pour passer les wattheures en kWh. On ajoute à ce total d'énergie consommée 30% de pertes causées par l'installation. Je vous conseille même d'ajouter de base 1 kWh de pertes par jour pour dimensionner votre installation. En effet, on observe des pertes sur une installation photovoltaïque pour diverses raisons, telles que les pertes causées par l'onduleur, le régulateur de charge, ou même la charge et la décharge des batteries. En effet, les batteries possèdent une résistance interne qui crée des pertes. Dans notre exemple, nous partons avec un besoin journalier d'environ 2 kWh. Nous allons voir cette fois-ci ce que donne la production d'une installation photovoltaïque composée de 4 panneaux d'une puissance de 320 watts. Donc les panneaux ont été branchés par deux en série pour atteindre 60 volts comme tension à vide, qui est proche du point de production optimal pour les panneaux choisis dans l'exemple. L'installation complète possède une puissance crête de 1280 watts, soit 1,28 kW crête. Alors la puissance crête, c'est généralement la puissance de production maximale d'un panneau. Enfin, c'est sa puissance de production maximale pour un ensoleillement reçu de 1000 watts par mètre carré. Donc quand on vous dit qu'un panneau possède une puissance de 320 watts, c'est la puissance crête qui est obtenue avec un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré, mais aussi une température de 25 degrés et une bonne orientation du panneau et aucun ombrage bien sûr. Maintenant, nous allons voir la production sur l'année d'une installation photovoltaïque de 1 kW crête située dans le centre de la France avec une inclinaison des panneaux de 35 degrés et une orientation plein sud. Vous pouvez observer que ce kilowatt crête de panneaux solaires nous fournit au mois de juillet 4,7 kWh tous les jours. Mais seulement, en moyenne, au mois de décembre, vous produisez 1,1 kWh par jour. Donc pour notre installation de 1,28 kWh crête, cela correspond à une production journalière moyenne en hiver de 1,4 kWh. On va donc devoir opter pour une installation photovoltaïque à peine plus grosse, ou alors, en hiver, utiliser un petit peu d'électricité du réseau ou d'un groupe électrogène, qui, attention, cette fois-ci, est bien plus polluant. Rapide vue cette fois-ci sur les batteries. Alors, ici, je choisis une batterie de type AGM. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo sur les batteries. Alors, la batterie choisie possède une tension de 12 volts et un courant nominal de 90 ampères.
c'est le courant auquel elle est faite pour fonctionner sans s'abîmer de manière excessive. La puissance se calcule en multipliant la tension avec ce courant nominal. Nous pouvons calculer la puissance que peuvent fournir ces 4 batteries, donc 48 volts, fois 90 ampères, on obtient une puissance de 4320 watts. Donc si l'onduleur de notre composant hybride possède une puissance avec les pertes de 4000 watts, les batteries choisies seront pour le moment plutôt adaptées. D'autant plus qu'en sortie, on utilise un disjoncteur de 16 ampères qui protégera notre installation en limitant sa puissance à 3680 watts. Alors oui, n'oubliez pas cette fois-ci d'ajouter en fait les pertes de votre onduleur. Donc dans l'onduleur mis dans la description, vous avez à peu près aux alentours de la puissance de 4000 watts, environ 7% de perte. Donc ajoutez à la puissance de vos batteries 7% de puissance pour combler les pertes de l'onduleur. Alors maintenant, on va chercher à connaître non pas la puissance instantanée en watts, mais la puissance énergétique que nos batteries vont pouvoir stocker. Ici, on multiplie la tension par la capacité donnée en ampères et on obtient 9600 Wh, soit 9,6 kWh. Donc, étant donné que notre besoin dans l'exemple ici se situe aux alentours des 2 kWh par jour, avec les pertes, on va pouvoir tenir facilement 3 jours sur nos batteries sans que celles-ci soient complètement déchargées. Alors pourquoi 3 jours et pas 4? Parce qu'on ne va pas décharger entièrement les batteries pour ne pas les abîmer. On laisse une certaine quantité d'énergie dedans pour les protéger. En effet, certaines batteries sont susceptibles aux décharges profondes et on conseille donc de ne pas descendre en dessous d'un certain seuil. Donc vous pouvez, pour approfondir la partie sur les batteries, voir la vidéo qui leur est entièrement destinée. Voici des liens pour d'autres vidéos pouvant être utiles pour réaliser votre installation photovoltaïque, comme comment estimer la production de ces panneaux photovoltaïques durant l'année en fonction de l'exposition et en fonction de leur inclinaison, et une vidéo sur comment choisir ces batteries, donc cette fois-ci pour en savoir plus sur vos batteries, ou alors comment dimensionner ces fils électriques et choisir ces protections. Alors, petite précision, cette vidéo vous donne un bon aperçu des différentes parties d'une installation photovoltaïque. Toutefois, je vous conseille, si vous souhaitez réaliser l'installation vous-même, de vous faire accompagner d'une personne expérimentée, ou alors de continuer à vous cultiver vous-même sur le sujet. Une tension élevée et un fort courant électrique peut vous tuer. Il est donc important de ne pas faire d'erreur. Donc j'essaye au travers de cette vidéo de vous donner un maximum de connaissances sur le sujet, mais je ne peux pas être tenu responsable des incidents que vous pouvez rencontrer. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre en commentaire ou plutôt me les envoyer par message parce que je pense désactiver les commentaires. Les commentaires de personnes à la recherche d'informations pour solutionner un problème se perdent souvent dans la masse et je ne peux pas y répondre. Donc vous pouvez m'envoyer des messages pour un éventuel problème ou alors des messages pour des sujets de vidéos qui vous intéressent que je n'aurais pas encore traités. J'actualise les vidéos en fonction des avancées technologiques sur les différents sujets, donc je vous conseille de vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voudriez que j'en fasse d'autres sur le sujet, mettez un petit pouce positif, ça me fait plaisir et ça me permet de voir sur quel sujet je dois continuer à produire des vidéos régulièrement. Merci, au revoir.